Merci. Donc, on m'a demandé d'intervenir, former à la laïcité les enseignants. Alors, d'entrée, je vous dirai tout de suite que j'ai modifié le titre de mon intervention. Je parlerai de former à la laïcité l'ensemble des personnels. Parce que ce qu'il me semble important, c'est qu'ont un rôle éducatif dans tous les établissements scolaires, écoles, lycées généraux, technologiques ou professionnels, tous les métiers qui contribuent à l'éducation des jeunes. Donc, mon intervention, c'est comment former à la laïcité l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Et vous ne serez pas surpris qu'à un moment, j'évoque aussi, notamment parce qu'il y a aujourd'hui le projet des cités éducatives, l'importance de la cohérence laïque territoriale. Le maître mot de mon intervention, c'est d'essayer de faire que ce moment de formation initiale, ces moments de formation continue, soient des moments de cohérence laïque, parce que nous vivons aujourd'hui une situation qui est pour moi une situation d'incohérence par rapport à la laïcité. Quand je parle de formation de tous les personnels, parce que quelle cohérence du discours laïque si chaque membre du personnel de l'éducation nationale ne se sent pas solidaire et si certains considèrent qu'il y a le métier noble d'enseignant et d'autres qui le sauraient moins, il y a un rôle important des personnels administratifs, ouvriers de service, de cantine et de surveillance, et ils doivent être formés à la laïcité. La laïcité, en un mot, pour moi, c'est la clé de voûte du métier de personnel du service public de l'éducation nationale. Et pour moi, la formation à la laïcité, ça ne doit pas être considéré, comme hélas ça l'est dans un certain nombre de lieux, comme une information qu'on place dans les éducations entre l'éducation à l'environnement, l'éducation au harcèlement scolaire, voire l'éducation au code de la route. Pour moi, c'est une boussole, la laïcité, qui donne du sens à l'exercice du métier qui est totalement lié à l'éthique, à la déontologie du métier. La laïcité, c'est un principe constructeur de repères pour l'exercice concret de son métier de transmetteur de savoir et de valeurs aux jeunes, d'éducateurs. Et ça doit être réaffirmé, et dans les propositions qui, pour moi, sont au cœur des enjeux, c'est que la laïcité, c'est pas une question à part, c'est effectivement un enjeu de cohérence de la formation, et je me place là en cohérence avec la loi d'avril 2016 relative à la déontologie, droits et obligations des fonctionnaires. Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient de manifester ses opinions religieuses. Le personnel traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et de dignité. Pour entrer dans le concret de ce que devrait être un cadrage national de la formation, et pour moi, je rejoins ce qui a été dit ce matin, il faut éviter que la formation des personnels de l'éducation nationale, il y en ait autant que d'académies, autant que de territoires. La loi votée en juillet 2019 implique que c'est au recteur d'arrêter les plans de formation. Je souhaite que sur ce plan-là, il y ait des consignes très claires au recteur par rapport à ce que doit être effectivement la formation aux valeurs de la République et de la laïcité. Et pour moi, ce cadrage national, il y a 4 moments importants
dans la formation initiale des personnels où on devrait le travailler. Premier moment, c'est au moment de l'entrée dans les instituts nationaux. Ceux qui choisissent effectivement de servir le service public de l'éducation nationale, on doit travailler en fonction de ce que dit la loi que j'ai rappelée tout à l'heure du 20 avril 2016. Donc, qu'est-ce que ça signifie être fonctionnaire du service public de l'éducation nationale? Ça implique pour moi deux choses. Faire signer un engagement à tous ceux qui s'inscrivent dans les instituts nationaux, ce que signifie servir le service public de l'éducation nationale, et deuxièmement, le fait que les instituts nationaux supérieurs de la formation des personnels soient des lieux de laïcité, quel que soit le statut de ceux qui le fréquentent. Ce ne sont pas des établissements comme les autres par rapport aux universités. Le principe de laïcité soit s'y appliqué. Second moment, à l'occasion des stages, je souhaite qu'on aborde la question du partage des valeurs de la République et de la laïcité lors des séances d'analyse de ce qui s'est passé dans les stages. Et ça, en liaison avec là où les disciplines qu'on exerce. J'ai été très sensible ce matin lorsque Charles Coutel évoquait ce qu'est aujourd'hui la rupture entre les savoirs universitaires et les savoirs des programmes scolaires. C'est un enjeu extrêmement important. Je fais partie des gens qui, dans le cadre de la formation des enseignants, est toujours marché sur deux jambes, un haut niveau disciplinaire, une réflexion pédagogique, sans en sous-estimer l'une par rapport à l'autre, ce qui est très important. Et je pense que c'est dans le cadre de la formation disciplinaire qu'on doit réfléchir à ce qu'est effectivement la pratique de laïcité, ne séparant pas la laïcité de l'engagement, de la transmission des savoirs. Ça évitera un certain nombre de dérives que j'ai entendues tout à l'heure. Ça veut dire aussi de rappeler dans le cadre de ces analyses de pratique que la laïcité, ce n'est pas une réponse immédiate et que le principe de l'école laïque, gratuite, publique, elle a été définie pour le primaire par Jules Ferry, et donc elle a 138 ans, et qu'elle a été définie pour les collèges, lycées, par les mesures de Jean Zay, introduisant la gratuité totale de la scolarité en collège, lycée, l'obligation scolaire à 14 ans, la non-construction d'établissements publics avec chapelle et les circulaires de la laïcité de 36-37. Jean Zay, il y a 83 ans, a géré combat laïque et combat social ensemble en prenant effectivement une cohérence des mesures que je souhaiterais voir aujourd'hui. Troisième moment, c'est la préparation au concours de recrutement des enseignants. Je me suis réjoui, même si je n'ai pas la même réjouissance par rapport aux épreuves écrites que je juge pas assez disciplinaires, mais j'ai eu la joie de voir que dans le projet des nouvelles épreuves du concours 2022 est prévue une épreuve orale, je cite, d'entretien sur la motivation du candidat et sa connaissance de l'environnement et des enjeux du service public de l'éducation, sa capacité à incarner et à verbaliser les valeurs de la République et à se positionner en fonctionnaire. Je souhaite que le ministre ne cède pas aux sirènes de certains présidents d'université en abandonnant cette épreuve qui me semble importante sous une condition. C'est qu'on n'en fasse pas une épreuve de récitation d'un catéchisme républicain qu'on apprendrait par cœur, mais qu'elle soit reliée effectivement à des études de cas, notamment par rapport aux stages
qu'a suivi l'enseignant, mais là, il y a un enjeu précis d'un cadrage national qui doit être réaffirmé concernant l'exercice du métier de personnel. Et puis, quatrième moment dans la formation initiale, c'est un moment de travail durant la première année d'exercice pour réfléchir avec les enseignants sur le partage des valeurs de la République et la laïcité selon qu'ils ont été en collège, lycée général, technologique ou professionnel. J'en profite pour dire une chose, c'est mon inquiétude aujourd'hui du principe de laïcité dans un certain nombre de lycées professionnels par rapport à ce qui s'y déroule. L'enseignement professionnel, qui est un enseignement important, qui a été revalorisé dans ces dernières années, est aujourd'hui le parent pauvre de notre système, et c'est dans ce secteur-là qu'on a le plus de vacataires, le plus de contractuels, et qu'on voit effectivement, lisez l'Express de cette semaine, les plus fortes atteintes à la laïcité par rapport à ces questions. Enfin, cohérence laïque, je voudrais faire une suggestion aux amis du CLR avec lesquels je suis très souvent habitué à travailler, c'est que dans le cadre de leur formation, tous les futurs enseignants, tous les futurs CPE, tous les futurs personnels de l'éducation nationale doivent rédiger un mémoire de master. Compte tenu de ce que sont les consignes qui, j'espère, seront données sur la laïcité, nombre de ces mémoires de master vont être consacrés aux valeurs de la République et de la laïcité. Ben, pourquoi le CLR ne lancerait-il pas effectivement un concours donnant un prix au meilleur master consacré à la laïcité? Ça montrerait l'importance de cette question dans la formation et ça ferait aussi connaître le CLR par rapport à l'ensemble des enseignants. Voilà une proposition. Cohérence laïque, c'est que je viens d'en parler concernant la formation initiale et continuée, mais aujourd'hui un nombre de personnels très importants sont recrutés comme contractuels, vacataires, assistants d'éducation, services civiques, etc., uniquement sur diplôme, sans aucune formation à ce qu'est le service public, les valeurs de la République et leur application. Certes, la situation est diversifiée selon les académies, mais elle serait préoccupante. Le comité des sages a fait un certain nombre de propositions au ministre que je voudrais résumer concernant ces personnels vacataires. 1. L'organisation de formations régulières concernant les valeurs de la République et la laïcité ouvertes à tous les personnels recrutés en dehors des concours de recrutement. 2. La mise en place d'un protocole national identique dans toutes les académies pour le recrutement des personnels comportant l'obligation de vérification de leur connaissance des valeurs de la République. 3. La rédaction d'un contrat pour les personnels recrutés en dehors des concours qui fasse explicitement état des obligations de ces personnels en matière de laïcité, de transmission des valeurs de la République et de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Pour être concret, quelques questions qui me semblent fondamentales à travailler en formation, et si je les avais oubliées, les interventions permanentes me l'ont montré. Premièrement, il faut travailler avec les enseignants sur la question de l'identité des jeunes. Beaucoup de nos jeunes traversent aujourd'hui une crise d'identité, une crise d'appartenance, pas seulement les Maghrébins, mais notamment les Antillais, qui effectivement aujourd'hui sont dans une situation de se sentir ni d'ici ni d'ailleurs, quasiment hors sol, reliés au monde souvent uniquement par le virtuel. Nous avons à répondre à ces jeunes déracinés par un réenracinement, et le rôle de l'école pour moi par rapport à l'émancipation, c'est le rôle de réenraciner les jeunes
sur des valeurs et un territoire. Le récit national est important parce que c'est un objet de réenracinement. Et de ce point de vue-là, moi, il y a une citation que j'aime beaucoup. Elle est d'Aimé Césaire pour réarticuler la quête d'identité légitime et les valeurs de la République. Elle date de 1987. Je cite Aimé Césaire. « La quête d'identité, elle est légitime, mais ce n'est ni tourner le dos au monde, ni faire sécession au monde, ni bouder l'avenir, ni s'enliser dans le repliement communautariste ou dans le ressentiment. Elle n'a de sens que s'il s'agit d'un réenracinement, certes, mais aussi d'un épanouissement, d'un dépassement et de la conquête d'une nouvelle et plus large fraternité. » Je crois que tout est dit par rapport à ça. Oui, à la quête d'identité. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, mais où on va et sur quelles valeurs, ce sont celles de la République. Deuxième élément, pour moi, à travailler en formation, et c'est un élément qui me préoccupe de plus en plus aujourd'hui, parce qu'il interroge le métier d'enseignant, de personnel, c'est la mise en cause de la notion de progrès. Notre société, notre école a fonctionné sur le fait que la notion de progrès était un formidable levier d'appropriation du savoir, donnant du sens aux études. Or, cette notion est aujourd'hui en crise. Les réseaux sociaux, les lobbies sommeurs de doute délégitiment le savoir, favorisent les visions complotistes. Le savant, le chercheur, est souvent présenté comme un fou, soumis à des puissances occultes. Les découvertes scientifiques, les nouveaux vaccins n'apparaissent plus toujours comme des facteurs d'amélioration de la vie des personnes. Une angoisse vis-à-vis de l'avenir se développe. D'ailleurs, je vous invite à réfléchir sur le fait qu'on n'a jamais autant entendu parler de fin du monde, que ça soit dans les extrémismes religieux, Daesh, secte néo-baptiste américaine, sectes diverses, et que cette angoisse de fin du monde très forte, beaucoup plus forte dans les générations d'aujourd'hui que dans les générations précédentes, contribue à délégitimiser l'approche scientifique des faits et nécessite d'être travaillé en formation si on ne veut pas effectivement avoir des lendemains qui déchantent. Cohérence laïque, oui, cohérence de tous les personnels de l'éducation nationale, mais aussi cohérence laïque territoriale. Quel sens pourrait avoir sur un territoire une école, un collège ou un lycée public où le principe de laïcité s'appliquerait, mais pas en face dans le centre de loisirs municipal, pas en face dans le centre sportif, pas à côté dans le centre socio-culturel. Je pense qu'il faut agir pour une cohérence laïque territoriale. Et je pense qu'aujourd'hui, des formations pour tous les personnels, qu'ils soient de la fonction publique d'État, qu'ils soient de la fonction publique territoriale, notamment concernant les cités éducatives, doivent être mis en place. Il est important qu'il y ait une telle approche concernant la laïcité. Mais la cohérence laïque, pour moi, elle est « ne faites pas ce que je dis », faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et pour moi, si on réclame au personnel de l'éducation nationale exemplarité, je suis d'accord. Quand on est éducateur, on a un rôle d'exemplarité par rapport aux jeunes. Mais de ce point de vue-là, ça me paraît difficile de pouvoir prêcher l'exemplarité quand je vois que l'État est dans l'incohérence laïque. Incohérence laïque de l'État sur la loi Debré de 59, et d'y reviendra
absence d'application de la laïcité en Alsace-Moselle, mais aussi dans un certain nombre de départements et territoires d'outre-mer, absence d'écoles, de collèges ou de lycées publics de proximité dans des départements comme la Vendée ou le Morbihan. Et puis, pour en rajouter, je voudrais effectivement poser un certain nombre de questions sur l'incohérence laïque. Pourquoi la loi Goblet de 1886 concernant la laïcisation des personnels des écoles publiques n'a-t-elle jamais été étendue au personnel des collèges et lycées publics? Pourquoi cette incohérence? Si des aumôneries sont légitimes, pourquoi pouvait-on voir le 24 septembre 2019 dans un lycée parisien afficher dans les couloirs de l'établissement les horaires des messes et des moments de prière? Si la laïcité est un outil important pour l'égalité homme-femme, pourquoi, comme l'indiquait un rapport de l'Éducation nationale en 2013, la mixité garçon-fille dans les établissements scolaires, c'est une coutume et non une obligation, ce qui fait qu'il y a encore des établissements publics non mixtes. Quand ils sont en Seine-Saint-Denis, vous voyez l'exemple que cela peut donner. Pourquoi l'État continue-t-il à financer plus de 300 établissements sous contrat d'association, souvent liés à l'Opus Dei, dans lequel il y a des classes non mixtes? J'espère que ce n'est pas parce qu'une cinquantaine d'entre eux se situent dans le 6e, 7e, 16e arrondissement de Paris ou les Hauts-de-Seine, Neuilly, Puteaux, Courbevoie, qu'on ferme les yeux sur ces pratiques communautaristes d'un autre siècle. La cohérence laïque est un enjeu extrêmement important si on veut la faire vivre. Je rappelais Jean Zay, combat laïque, combat social intimement lié en 1936. Ce qui veut dire pour moi, ancien formateur d'enseignants et qui toujours intervient dans l'Académie de Créteil, qu'il faut en finir dans l'école publique, avec des conditions de travail purement indignes dans certaines écoles ou établissements scolaires. Je rappelle que le collège le mieux doté du département de Seine-Saint-Denis a moins de moyens que le collège le moins bien doté de l'Académie de Paris. 3 rapports parlementaires l'ont rappelé. Il faut en finir avec des établissements où on concerne volontairement, sans beaucoup de moyens, en plus d'élèves porteurs de lourds handicaps, sans AESH bien entendu, des élèves primo-arrivants, non francophones, etc., pour laisser à l'abri de cette diversité des établissements publics ou privés où se développe ce que j'appelle le communautarisme des nantis, aussi dangereux que les autres. La cohérence laïque, c'est en finir avec ce communautarisme des nantis, c'est en finir avec cette fracture qui effectivement est quelque chose d'incohérent par rapport aux valeurs que l'on fait, entre d'un côté des établissements chocs par rapport à des établissements chics. Pour continuer par rapport à ça, je pense que l'enjeu de la laïcité, c'est de faire qu'effectivement, dans tous les établissements scolaires, tous les personnels mettent en avant les valeurs, les savoir-faire, les savoirs qui réunissent et non ceux qui divisent. Pour moi, et je ne rejette pas le mot, une forte identité de la communauté éducative, allant dans le même sens et sur les mêmes valeurs, c'est le meilleur ciment contre le communautarisme. Mais la cohérence laïque, c'est de permettre et c'est de donner à tous les personnels du service public les moyens d'apporter leur pierre à la réussite de tous, c'est faire que dans le fonctionnement de chaque établissement, les convictions particulières ne l'emportent pas sur la loi commune,
parce qu'un établissement scolaire, c'est d'abord un espace d'intérêt général. Il est porteur de l'intérêt général, et l'intérêt général, ça dépasse de loin la somme des intérêts particuliers. Merci.